Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette visioconférence. Bruno Bernstein et moi-même sommes ravis au nom de l'équipe Finatis de vous accueillir. Nous avons prévu une présentation qui durera environ 45 minutes. Et puis, soit au fil de l'eau, à travers le chat qui est ouvert, soit à l'issue de cette présentation, nous serons ravis de prendre des questions que vous nous soumettrez. Voilà, donc je propose qu'on commence immédiatement en sautant l'avertissement que nous connaissons de toute façon tous par cœur, afin de débuter tout de suite par quelques chiffres sur le mois. Donc les données sont à fin novembre, avec nos deux fonds Finatis Titan et Finatis Digital Leader qui, dans la rotation sectorielle massive, s'en tirent bien, puisque depuis le début de l'année, à fin novembre, Finatis Titan est revenu en territoire positif depuis le début de l'année, à plus 1,9%. Finatis Digital Leader était déjà en territoire positif, il y reste très solidement avec un plus 17,8% depuis le début de l'année 2020. Les fonds marquant respectivement des rebonds de 43% depuis les plus bas de mars et de 46%. Donc, un mois de rotation sectorielle, on y reviendra, c'est très important, rythmé par les annonces de vaccins, et qui, alors, comme on est le 8 décembre, il me semblait important également d'évoquer le point estimé à hier soir. Donc, Finatis Titan a légèrement progressé depuis le début du mois. On est à 2,3% depuis le début de l'année. Finatis Digital Leader n'a pas évolué depuis le début du mois et est toujours à un peu plus de 17,7%. Les deux fonds affichent 4 globes de soutenabilité tels que mesurés par Sustainalytics et diffusés par Morningstar. Passons tout de suite à une analyse par catégorie. Finatis Titan fait partie d'une catégorie qui s'appelle Allocation Flexible Monde sur Cantalis. Il y a 1143 fonds inscrits dans cette catégorie. Il y en avait 629 il y a 5 ans. Finatis Titan apparaît premier quartile à la fois sur 5 ans, sur 3 ans, et délivre une surperformance sur 3 ans de 10%, une surperformance de 16% sur 5 ans. Ces performances sont arrêtées au 3 décembre, avec le délai de rigueur de communication des différentes performances. Alors, traditionnellement, dans nos points mensuels, nous commençons par un point géopolitique d'attention. Le mois dernier, c'était un seul point. Ce mois-ci, il y a quelques points et on s'interroge tous, évidemment, sur l'impact de cette nouvelle administration américaine qui est en train de prendre ses fonctions. Les annonces faites par le président Biden confortant l'impression que nous exprimions il y a déjà 1 mois et 2 mois déjà, en l'occurrence qu'on allait probablement avoir une administration Biden qui, du point de vue de la géopolitique internationale, s'inscrirait dans le droit fil de l'administration Obama il y a plus de 4 ans et de l'administration Trump. Et donc, est-ce que l'administration Trump, lapsus révélateur, sera une administration Trump 2.0? D'un point de vue géopolitique, c'est assez vraisemblable. Ce qui apparaît sous nos yeux, alors que l'Europe est encore à débattre des modalités du Brexit et puis des modalités tout simplement de financement de cette crise sanitaire, les fameux 750 milliards qui sont toujours bloqués et qui seront peut-être débloqués lors du prochain sommet européen à la fin de cette semaine. On voit apparaître sous nos yeux depuis quelques mois, et ça s'est accéléré depuis quelques semaines, des jeux d'alliance. Je vous soumets quelques éléments qu'on a pu voir dans la presse et qui ont été communiqués, en tout cas dans la presse anglo-saxonne, dans la presse asiatique. On a assez peu vu en Europe, mais on est en train de voir des alliances se former, et l'administration américaine participe à ce jeu d'alliance de façon extrêmement importante. Je vous cite deux éléments qui me paraissent essentiels. On a un axe qui se forme, et c'est assez logique en fait, quand on connaît les points forts et faibles des deux parties, entre la Russie et la Chine. La Russie étant forte, le complexe militaro-industriel en
Russie étant fort, alors que l'économie chinoise est certes forte, mais les technologies militaires chinoises sont en retard à bien des niveaux. Et on a pu mesurer il y a quelques jours, à l'occasion d'images qui ont volontairement été laissées, que les Chinois ont laissé fuiter sur Internet à propos de leur futur avion furtif, que cet avion était probablement, très certainement, en fait, bourré de technologies et de savoir-faire d'origine russe. Pour la première fois, Vladimir Poutine a, le mois dernier, au cours du mois de novembre, annoncé un probable, quasi certain, accord militaire avec les Chinois, qui va bien au-delà du transfert de technologie. Donc un axe russo-chinois qui est en train de s'écrire, des Chinois qui sont de plus en plus assertifs, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui n'hésitent pas du tout, non seulement à montrer les muscles, mais à être franchement désagréables. Ils l'ont à nouveau montré en novembre en augmentant très significativement les droits de douane sur des produits essentiels pour l'Australie. Le commerce sino-australien est très important. Les relations entre l'Australie et la Chine se dégradent depuis plus de 4 ans maintenant, et à la faveur ou défaveur, c'est selon, de déclarations australiennes demandant tout simplement aux Chinois de les faciliter l'exploration et l'étude de l'origine du virus pour mieux pouvoir le traiter au niveau mondial, se sont vus rétorquer que ce n'était absolument pas leur affaire et que de toute façon, le régime chinois commençait à laisser entendre que le virus ne serait même pas d'origine chinoise, mais plutôt indienne. L'Inde, justement, avec laquelle les États-Unis ont signé en juin dernier, ça n'a pas été très médiatisé, en tout cas en Europe, un accord de coopération militaire. C'est un basculement extrêmement important, puisqu'on s'en souvient tous, on l'a appris à l'école, l'Inde était un des pays leaders des non-alignés à l'époque des 2 grands blocs soviétiques et américains, et aujourd'hui, clairement, ayant qu'il faut qualifier un adversaire et pour l'Inde un ennemi, puisque l'Inde s'est battue contre la Chine récemment, certes à coups de bâton et de pierre pour éviter qu'il y ait trop de morts, mais non, ils se sont battus il y a quelques mois dans le Ladakh, au nord de l'Inde, avec des soldats chinois, avec un nombre de morts inconnu à ce jour. Eh bien, l'Inde bascule très concrètement dans le camp des opposants à la Chine. Donc on a un jeu d'alliance qui est en train de s'écrire, juin Inde-USA, renforcement de la coopération militaire et de l'accord militaire de défense conjointe entre l'Australie et les États-Unis en juillet dernier, et plus récemment, en novembre, donc le mois dernier, il s'est passé énormément de choses sur ce front, signature d'une coopération militaire entre le Japon et l'Australie. Ce qui se dessine très concrètement, ce sont des alliances entre la Chine, la Russie et l'Iran, on y reviendra, d'un côté, avec un rapprochement de plus en plus net de la Turquie de ce trio également. Et des alliances objectives qui se dessinent un peu partout sur tous les théâtres d'opération, et les États-Unis de l'autre côté qui réunissent et confortent leurs alliés, comme qu'ils l'ont fait sous l'ère Trump et qui continueront, à notre avis, à le faire sous l'ère Biden, ce qui nous promet un news flow géopolitique particulièrement tendu dans les mois et les années qui viennent. Alors, avant de faire notre panorama macroéconomique, on a coutume chaque mois de revenir sur quelques slides des semaines ou des mois précédents. On vous avait fait une slide la semaine dernière, le mois dernier, on vous avait montré une slide avec la Joconde masquée. Il est clair que, et on l'a très bien vu au mois de novembre, ce qui a fait bouger les marchés, c'est les développements sur le front sanitaire. On en reparlera. Cette crise est d'une dimension tout à fait unique, inhabituelle. Sans hélicoptère monnaie, on serait dans une situation tout à fait critique, et donc on parlera de l'action des banques centrales qui sont une fois de plus nos best friends forever. On n'a toujours pas d'idée précise sur comment on va financer cette crise. On sait qu'augmenter la fiscalité sera très compliqué. On sait à l'autre bout du spectre que supprimer ou imaginer un défaut dans les bilans des banques centrales est une option nucléaire qu'on ne peut utiliser par définition qu'une fois, très, très compliqué à mettre en œuvre.
On parlera aussi de l'équilibre qui a été déterminant sur le mois entre les actions de type Reopen et les actions Stay at Home, puisqu'il paraît que maintenant, c'est les deux seuls vrais grands secteurs de la cote. Et enfin, on reviendra sur les grands risques. Donc, Denis a déjà évoqué le fait que Biden était un grand changement cosmétique, mais sur le fond, pas forcément un grand changement. On le verra, c'est le cas sur le plan diplomatique, mais c'est aussi le cas sur le plan économique. Et parmi les grands risques, il y a aussi la dette corporate avec bien sûr des spreads ultra serrés qui nous inquiètent, je pense, légitimement. Alors, le virus, on ne peut pas y échapper puisque c'est ce qui rythme les mouvements sur les marchés. Donc, le news flow essentiel provient de la situation sanitaire. On vit aujourd'hui le premier jour officiellement de vaccination. Encore le pays qui a décidé de déployer. On parle de technologie vaccinaire de Pfizer BioNTech, qui est une technologie très innovante puisqu'elle est à base d'ARN messager. C'est la première fois qu'on déploie cette technologie dans une stratégie de vaccination dans le monde. Il faut s'en souvenir, la première personne qui a été vaccinée aujourd'hui en Angleterre l'a été avec cette technique. Or, des personnes dans le monde médical, et pas des moindres, on en cite deux, mais il y en a de nombreuses autres personnes. Là, une virologue sur la gauche, un chef opérationnel d'une maladie infectieuse sur la droite. Les deux disent fondamentalement la même chose, à l'instar de leurs collègues, à savoir qu'on est sur quelque chose de très innovant sur lequel on n'a pas de recul, et que ce n'est que dans le temps on saura s'il y a des effets secondaires. Or, on est allé très vite et c'est louable et c'est remarquable ce qui s'est fait. Cette coopération internationale, cet échange d'informations et cette capacité très rapidement à revenir avec des solutions et des vaccins dont les taux d'effectivité semblent très élevés. Or, tous ces taux d'effectivité sont calculés sur une population moyenne qui n'est pas une population majoritairement à risque, c'est une population représentative de la population mondiale. Donc, quand on avance 95% d'effectivité, ce n'est pas 95% nécessairement d'effectivité sur une population à risque. La population à risque, on la connaît, ce sont les personnes âgées, les personnes affectées de comorbidité. Ce n'est pas du tout l'échantillon sur lequel on a fait ces tests. Or, les personnes qu'on a prioritairement vaccinées, évidemment, ce sont celles-ci, en plus des personnels des hôpitaux et des personnels médicaux. Donc, toutes ces doses qui sont en cours de déploiement en Angleterre, qui vont très prochainement être déployées à partir de mi-janvier en France et pas dans tous les pays du monde, sont des vaccins très innovants. Et on est face, en tant qu'investisseur, à un dilemme. Pourquoi? Parce que dans notre métier, ce qui nous intéresse, c'est l'asymétrie. Et là, on a une asymétrie qui n'est pas tout à fait dans le bon sens. Pourquoi? On a faible létalité du virus sur la population dans son ensemble, puisque c'est un virus qui tue peu, beaucoup plus de personnes à risque, bien sûr, mais peu en général. Et on va massifier le déploiement d'un vaccin qui, s'il y a des effets secondaires qui sont avérés, notamment sur la population à risque, dans des proportions trop importantes, va remettre en cause peut-être son déploiement. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un virus dont les effets secondaires peuvent être plus importants que la létalité même du virus. Donc le risque de news flow asymétrique, je pense qu'il faut qu'on le garde tous en tête. Nous sommes convaincus chez Finaltis que dans la construction de portefeuille, qui doit être la base de notre métier, il n'est pas possible de mettre 100% sur un déploiement sans au moins quelques appros et quelques nouvelles adverses pendant ces quelques mois qui sont devant nous. Alors, vous êtes comme nous des investisseurs professionnels et on vit cette année 2020 dans un paradoxe incroyable où il faut réconcilier une crise économique qui est dans certains paramètres la plus violente depuis les années 30 et un marché action américaine en particulier qui se tient bien. Selon nous, la manière de résoudre ce paradoxe, c'est d'aller regarder ce qui se passe en termes de réponse politique, de réponse de politique économique aux États-Unis. Et là, on a affaire à des métriques sans commune mesure avec ce qu'on avait pu connaître auparavant. Pourquoi? Parce que tout simplement, le gouvernement américain voté au Sénat et au Congrès, a décidé il y a quelques mois d'un transfert massif à des agents non financiers, hein, donc plus clairement des ménages américains. Ce transfert de richesse, il est à peu près de 3 trilliards de dollars.
l'effet a été spectaculaire puisqu'on a eu au cœur de cette crise une hausse du revenu disponible aux États-Unis et notamment un pic au mois d'avril où le revenu disponible au mois d'avril 2020 a été 16% supérieur au mois d'avril 2019, alors même qu'on avait 27% des petits commerces qui avaient fermé et un chômage massif qui touchait les États-Unis. Donc, sur les graphiques de droite, vous pouvez voir en haut le S&P 500 en bleu avec le revenu disponible. Donc, chaque point est comparé à la même période de l'année dernière. Donc, on voit très bien qu'à mesure que la déprime gagne les marchés et que les États-Unis s'enfoncent dans la crise financière qu'on a connue il y a 10 ans, le revenu disponible baisse. Et vous voyez que la configuration est totalement différente sur cette année, où on a le marché qui s'enfonce dans la déprime et derrière une action très volontariste de l'État fédéral, financé par les banques centrales, qui permet au total de sauver le PIB US, puisque cette année, le PIB US ne baissera que 3,8%. Donc vous voyez que cette dynamique de revenus disponibles baisse, donc c'est moins spectaculaire mois en mois, tout simplement parce qu'on attend le nouveau plan et on va tenir bien sûr chez Finaltis ce graphique à jour et la prochaine fois qu'on se verra, ou peut-être dans 2 mois, ou peut-être dans 3 mois, en tout cas quand le plan sera voté, on aura un nouveau pic, c'est-à-dire un nouveau transfert de richesse massive vers les agents non financiers. Alors, le paysage en Europe est très différent, puisqu'on est complètement à la traîne, empêtré, Denis en a déjà parlé, dans des problèmes de gouvernance. Donc, la situation est urgente, c'est rien de le dire. Le plan de relance post-Covid est à l'arrêt pour l'instant. Il doit être donc les initiatives en Europe sont essentiellement des initiatives nationales, mais pas des initiatives mutualisées pour l'instant. Le Conseil européen qui va débuter en cette fin de semaine s'annonce déterminant. Il s'annonce aussi comme une réunion sous forte tension, puisque la Pologne et la Hongrie ont déjà prévenu qu'elles allaient utiliser leur droit de veto car elles n'apprécient pas trop que l'Europe leur dicte la manière dont il faut organiser sa relation et avec les journalistes et avec les juges. Donc en termes de chiffres, la zone euro, on sera au-delà de -7, presque -8 sur l'année en baisse de PIB. On a 3 vilains petits canards qui affichent carrément des PIB en baisse à 2 chiffres, l'Italie, l'Espagne et la France. Et on a la seule bonne surprise, on va dire dans les pays cœurs, dans les grands pays européens, c'est l'Allemagne qui ne baissera que de 6%. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que sur la slide suivante, en fait, on fait un point sur le fait que le couple franco-allemand et en général l'Europe des 27 doit absolument fonctionner de manière fluide pour les mois et même les années à venir. Et il y a un risque, en fait, c'est que si cette campagne de vaccination se passe très bien, comme on le souhaite tous, et ça va être beaucoup plus difficile pour la France de convaincre son partenaire allemand de continuer à utiliser la BCE pour monétariser la dette des États. Tout simplement parce que les Allemands sont, eux, branchés sur la croissance chinoise. Ils vendent beaucoup de machines-outils aux Chinois, ils vendent beaucoup de voitures. Regardez les chiffres de Porsche récemment qui fait une entrée absolument remarquée et remarquable en Chine. Ce qui veut dire qu'on aura sans doute des tensions. En plus, il y a une alternance politique en Allemagne, comme vous le savez. Pourquoi la BCE doit rester à l'œuvre massivement ? Tout simplement parce que la BCE est dans une entreprise de manipulation des cours des obligations d'État en Europe qui est massive. Alors, vous allez me dire manipulation, c'est peut-être un mot un peu fort. Pour être franc, je le trouve trop faible, mais j'en ai pas trouvé de plus fort dans le dictionnaire. Donc, pourquoi manipulation ? En mars 2012, la Grèce empruntait à 10 ans à 37%, pas 3,7, 37%, et les ratios de dette sur PIB étaient à 160%. 8 ans plus tard,
La Grèce emprunte en dessous de 0,7% sur 10 ans. Et le ratio dette sur PIB s'envole, donc on passe les 200% et certains prévoient fin 2021 220%. Donc vous pouvez imaginer que si on ne continue pas, la BCE ne continue pas à contrôler la partie longue de la courbe sur les emprunts d'État européens et en particulier sur les pays périphériques, ça risque d'être très très compliqué. Donc j'ai été un peu négatif sur l'Europe, mais on va aux États-Unis, on est quand même s'il y a cette action très volontariste de l'État fédéral qui tient main dans la main avec la Fed, on est, il faut le reconnaître, dans un schéma un peu d'apprenti sorcier aux États-Unis et dans ce qu'on a appelé le vortex Janet Yellen, qui est une espèce de tourbillon de dollars dans lequel elle nous entraîne. Donc, les caisses sont vides aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays, c'est le cas en France aussi. Janet Yellen, qui n'a même pas pris encore son poste de secrétaire au Trésor, annonce déjà la couleur en nous disant que les étudiants ne devraient pas rembourser eux-mêmes la dette qu'ils ont contractée pour financer leurs études et qu'il faudrait que l'État fédéral les aide. Au passage, on se demande pourquoi elle ne propose pas la même chose pour les crédits auto, voire les crédits immobiliers, puisqu'elle justifie cette première action auprès des étudiants comme une volonté de stimuler la demande et la consommation aux États-Unis. Mais le mieux, ce serait d'effacer la dette de tous les ménages américains, comme ça, effectivement, on aurait des très bons résultats en termes de consommation. Donc, quand vous avez ce genre d'idée en tête, Janet a déjà été une colombe à la Fed, elle sera une colombe budgétaire, donc elle dépensera beaucoup. Le seul moyen, quand les caisses sont vides, c'est bien sûr de s'endetter. Et le seul moyen de vendre la dette américaine, alors que les acheteurs finaux n'ont pas la taille pour absorber toute cette dette, c'est de monétariser cette dette. Donc la monétarisation de la dette, si vous reprenez les statuts de la Fed qui datent de 1913, c'est formellement interdit, mais ça fait depuis 2000. Quasiment depuis la sortie de la grande crise financière qu'on s'accommode à la Fed de faire des choses totalement interdites. Donc on monétarise la dette, c'est-à-dire que le premier acheteur aujourd'hui de la dette américaine, c'est la Federal Reserve américaine. Donc forcément, les investisseurs ne sont pas complètement stupides, donc ils constatent bien qu'il y a un problème avec ces émissions de dette massives. Ils constatent bien qu'il y a moins d'appétit, donc on constate qu'il y a moins d'appétit des investisseurs pour les emprunts d'État, mais si ce moindre appétit continue, il y a 3 écueils qui sont absolument insupportables. Un dollar qui baisserait très vite et très fort, des obligations dont le prix baisserait et une hausse des taux longs, donc un krach obligataire et une hausse des taux longs. Ces trois options sont absolument insupportables. Donc, le seul moyen que ça n'arrive pas, c'est tout simplement de contrôler la partie longue de la courbe et de faire encore plus de monétarisation de la dette. Et on est entraîné comme ça dans un tourbillon. On ne sait pas trop vous dire chez Finaltis où tout ça s'arrêtera, mais en tout cas, ça tourne très vite et très fort autour de Janet Yellen. Alors, la conséquence évidente qu'on a en tête par rapport à ce vortex, alors on a pris l'exemple américain, et en Europe, pas tellement mieux, on sait tous les pays et tous les gouvernements et les institutions monétaires sont dans un concours de laideur généralisé. Donc, les monnaies fiat, certains commencent à évoquer la possibilité d'un débasement monétaire, d'une dévalorisation en absolu de pouvoir d'achat de ce fait. Mais on le voit avec des appréciations des actifs réels et on le voit avec des alternatives, ou ce qui pourrait être présenté comme des alternatives à ces monnaies fiat, à ces monnaies dont la valeur est décrétée par des gouvernements. Alors on a tous en tête l'envolée du Bitcoin, et certains de nos investisseurs nous ont interrogés sur ce que nous pensions du Bitcoin. On aime quand même rappeler que comme outil de spéculation, c'est vraiment extrêmement intéressant, mais comme outil de préservation de la valeur, quand on a 92% de volatilité historique annualisée, c'est toujours un peu plus questionnable. On aime chez Finaltis l'or, on aime les minières aussi, pas par amour de l'or et à pas du métal brillant, mais tout simplement parce qu'en matière de préservation de la valeur, la volatilité historique de l'or nous paraît tout à fait plus
plus compatible en fait avec sa vocation de refuge par rapport à des monnaies fiat dont certains commencent à parler de débasement. Donc le désordre monétaire maximum, on le voit, ça profite aux devises non imprimables, Bitcoin et crypto-monnaies en tête, à titre de spéculation, et en tout cas à titre de conservation, on pense plutôt à l'or. Alors, on profite quand même du Bitcoin, hein, juste un mot, parce qu'on a quelques, on croit beaucoup à la blockchain, hein, de toute façon, et donc un titre comme PayPal, hein, qui est en tête de nos mandats, de notre fonds digital, également très très haut dans Finaltis Titan, et une société qui a autorisé le Bitcoin, hein, il y a quelques semaines, et qui profite de cet engouement. Mais comme le disait Denis, même s'il y a 20% de la masse totale des dollars en circulation qui a été imprimée rien que pendant 2020, on préfère, nous, stocker de la valeur sur de l'or plutôt que sur du Bitcoin. Alors, passons dans le cœur du sujet, ce qui s'est passé sur le mois. Donc, c'est de mémoire de gérant, je pense qu'il faut remonter très très loin, des 10 ans en arrière au moins, pour avoir une rotation sectorielle de cette ampleur. Certains ont fait des calculs qui les amenaient à 12 écarts types par rapport aux bornes de variation sectorielles qu'on avait connues ces derniers temps. Donc, vous voyez là, sous l'angle sectoriel, donc on a pris les composantes sectorielles du stock Europe 600. Donc, on a le secteur de l'énergie, et c'est rien de le dire, qui était en très, très mauvaise posture depuis le début de l'année, qui prend 30%, hein, donc des poids lourds quand même, des sociétés dont les market cap avaient baissé, mais on pense à des Royal Dutch Shell, des Total qui prennent 30%. Les banques, un secteur encore plus sinistré que l'énergie, qui monte beaucoup, assurance, voilà. Donc, vous avez tous les secteurs détestés et sous-représentés dans les portefeuilles, hein, voire shortés, hein, par pas mal de hedge funds, qui ont explosé à la hausse. Et les secteurs adorés, la santé et puis les produits d'hygiène et la distribution, et même la technologie qui fait un mois vraiment très très médiocre. Et cet écart entre les losers et les winners est absolument inédit et nous a tous fait mal à la tête. Chez Finaltis, on calcule également des facteurs. Donc, sur cette slide, c'est un peu plus fin que sur la précédente. Au lieu de prendre des secteurs de la cote, on regarde des facteurs, on en regarde 4 en l'occurrence, donc il y en a 2 qui ont incroyablement surperformé. Le premier, celui qu'on nomme chez Finaltis, le SMA, qui est l'indice équipondéré des 25% d'actions ayant les plus petites capitalisations, dit autrement les small caps, un mois superbe, autour de 20%, et encore plus impressionnant, les valeurs de type value, hein, donc la value là est définie de manière un peu brutale, hein, juste un PER bas et des price to book voilà, qui sont inférieurs à la médiane. Et là aussi, on est encore sur des mouvements plus forts, près de 25%. En revanche, tout le segment momentum, vous savez que maintenant il y a des trackers sur le momentum, ces trackers-là ont pour la plupart baissé pendant le mois de novembre. Et enfin, les actions dites défensives ont fait une performance plus que médiocre sur le mois. Alors, très brièvement, un rappel sur Finaltis Titan. On va rentrer à présent dans la gestion à proprement parler des 2 fonds, donc en commençant par Finaltis Titan. Finaltis Titan, c'est un fonds flexible, on y reviendra, une flexibilité qu'on utilise mois après mois, même si au cours du mois de novembre, c'est plus au sein du portefeuille qu'il faut regarder les mouvements, pas sur l'exposition moyenne action qui a peu varié. C'est un fonds flexible. On ne s'oblige pas à investir. Pourquoi? Parce que même si les valeurs qu'on qualifie de valeurs Titan sont un univers de très grande qualité, valeurs qui combinent des caractéristiques rares, hein, de croissance, de résistance aux crises, de crise, de l'activité, de bonne visibilité de cette activité, et d'une qualité bilancielle de très très bon niveau, un peu plus de 150 valeurs en Europe et en Amérique du Nord. On ne s'oblige pas à investir parce qu'à certains moments, ces valeurs sont chères et on doit être capable à tout moment de justifier pourquoi on a cette valeur au égard au prix que le marché lui accorde et au potentiel que nous lui trouvons pour l'introduire dans le portefeuille. On le verra, une flexibilité qui s'exprime par un taux d'investissement qui n'est pas très élevé au cours du mois de novembre, mais qui est suffisant pour permettre une très belle performance en ligne avec les marchés. Enfin,
une assurance de portefeuille par des shorts en dehors de la monnaie sur les indices afin de dérisquer le risque de marché global du portefeuille. Qu'avons-nous fait en novembre sur Titan? Alors, donc l'exposition qu'a commencé à évoquer Denis, donc vous voyez qu'en fait sur le mois, on a baissé notre exposition après l'annonce de Pfizer, hein, très très progressivement sur le mois. Donc on a démarré ce mois avec 70% d'actions, donc une position pas franchement agressive, ce qui n'a pas empêché au fond de faire plus de 10% de progression sur le mois. Donc comment on fait 10% de progression avec moins de 70% sur tout le mois? C'est en prenant des paris assez forts. Donc nous, on considère dans ce fonds qu'on a deux mandats. Le premier mandat, c'est d'aller sur des sociétés qui sont très solides, dans l'air du temps, qui bénéficient de dynamiques très fortes, et également un deuxième mandat qui est d'aller sur des sociétés qui ne feront pas faillite. Pourquoi? Parce que ce sont des investment grade equity, donc la seule classe d'actifs qu'on s'autorise à travailler dans Titan, donc des sociétés qui ont accès au marché obligataire malgré les difficultés qu'elles rencontrent, et qui étaient là en l'occurrence sur des prix qui nous paraissaient vraiment exagérés à la baisse, et donc on se retrouvait avec des titres qui avaient une asymétrie qui nous semblait très favorable. Ce n'est pas une promenade de santé hein, de porter du BNP Paribas, du Compass ou du Bank of America, mais voilà, en dimensionnant bien ces positions, on a une petite chance d'être là le jour où ça se détend, où ça se décompresse, et c'est très compliqué, sachant qu'on a eu une séance le 9, on avait des titres qui prenaient 30%. Si on n'a pas ces titres avant, c'est très très compliqué de les acheter ensuite. Donc vous voyez que sur le mois, on a massivement pris des profits sur ces taxes, puisqu'on avait 22% de Finalsis Titan qui étaient dans ces sociétés dites reopen, donc qui pariaient plutôt sur une réouverture de l'économie, et aujourd'hui on n'en a plus que 6,5%. Il y a même des titres qu'on a sortis totalement, hein, je pense à, vous les avez sur la gauche de l'écran, pardon, Bank of America, AXA, EssilorLuxottica, qui maintenant, après la fusion avec Luxottica, est une société très exposée au retail. Hein. Luxottica, je le rappelle, a 2500 magasins dans le monde. Safran, Sodexo, tout ça, c'est entièrement sorti. Et sur des titres comme Unibail, on a massivement réduit la position en la divisant par 4 ou par 5. C'est à peu près la même chose sur tous les titres que vous voyez là. Donc, c'est assez contre-intuitif hein, parce qu'on avait du Unibail au moment où les galeries commerciales étaient fermées. On vend nos Unibail au moment où elles réouvrent. Mais voilà, c'est aussi ça de travailler en bourse et d'être fluide. C'est parfois d'être un peu contrariant, ce qu'on essaye d'être de temps en temps dans Titan. Alors, face à cette baisse d'exposition très forte sur les sociétés de type reopen, on est revenu sur des profils, on va dire, beaucoup plus défensifs. Donc, c'est vrai que l'exposition action passe de 70 à 58, hein, c'est que 12 points, ça ne paraît pas beaucoup, mais en fait, le portefeuille est beaucoup plus sûr, on va dire, que début novembre. Pourquoi? Parce que ces 58% sont composés majoritairement de sociétés très très résilientes et qui profiteraient bien en tout cas qui résisteront bien si le news flow devait se dégrader dans les prochaines semaines. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Air Product, c'est un titre qu'on aime beaucoup, qu'on travaille beaucoup, qui est le Air Liquide américain, qui a pas mal baissé ces derniers temps. On l'observe notamment en ratio par rapport à Air Liquide. Ça nous permet d'être un peu plus fin dans la manière dont on le valorise. Et c'est un Air Product absorbe très très bien cette crise puisqu'on aura une baisse du chiffre d'affaires à peu près d'1% en 2020. Alors, un titre que vous connaissez tous, Nestlé, on a eu l'occasion il y a quelques jours d'en acheter en dessous de 100 francs suisses, c'était plutôt sympa. Donc, c'est un titre qui corrige quand même significativement. 8% de baisse sur Nestlé, c'est comme si vous perdiez beaucoup plus sur une boîte cyclique ou une small cap. Voilà, c'est un très très gros mouvement pour un titre comme ça qui ne bouge pas beaucoup. Encore une fois, Nestlé a fait preuve de ses capacités à s'adapter. Le retour à la croissance sera très très rapide et
on est bien sûr sur une histoire sur laquelle nous, on est structurellement acheteur, hein, même si là, on en avait plus beaucoup et on a pu vraiment, là, elle rentre dans au moment où je vous parle, elle est dans le top 3 du fonds. C'est une histoire qui nous séduit beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de transition d'un groupe alimentaire vers un groupe de nutrition. Nestlé a toujours recruté ses managers en interne, sauf le dernier qui est issu de Fresenius, qui est une boîte de santé, hein, de pharmacie, de dialyse allemande. Et pour nous, c'était le signe que voilà, Nestlé, plus que jamais, sera une société typée santé, plus que typée alimentation. Un tout petit mot sur Thermo Fisher, qui a un titre extraordinaire. S'il était dans le CAC 40, il serait juste derrière LVMH, puisqu'on est à 180 milliards de dollars de capitalisation. LVMH est à 200 milliards d'euros. Sanofi, deuxième, est à 100 milliards. Donc voilà, ça serait un très, très gros poids lourd. Et Thermo Fisher, son métier est tout simple, c'est qu'il fournit des matériels de tests génétiques notamment. Et c'est complètement dans l'air du temps, tout simplement parce que dans le cadre du renforcement des politiques de contrôle sanitaire, on va avoir besoin de plus en plus de laboratoires équipés de mieux en mieux. Et un dernier mot sur Givaudan, qui est ce géant suisse des arômes et des parfums, une entreprise particulièrement résiliente qui n'a pas du tout aimé la rotation sectorielle. Il faut dire qu'elle s'était bien tenue avant. Donc voilà, c'est des titres qui font la preuve de leur résistance dans des environnements difficiles. Alors, le top 10 de Titan, il fait la part belle aux mines d'or notamment, puisqu'on a Barrick Gold et Newmont qui sont chacune une position de 2,5. Donc, vous avez 5% de mines d'or dans Titan, ce qui est quasiment le maximum qu'on ait eu, sachant qu'il y a eu des points d'entrée, ce qu'on considère nous comme des points d'entrée, l'avenir le dira, qu'on trouvait assez remarquable sur l'or. Voilà, on a de la pharmacie, on a PayPal, comme je vous le disais, très très haut dans le portefeuille. Et donc, l'argent qu'on a pris sur ces titres qui misaient sur le reopen, que ce soit sur Airbus ou sur Aéroport de Paris, on l'a mis sur des profils type Microsoft, Facebook, Reckitt Benckiser, qui est une boîte extraordinaire dont on n'a pas forcément le temps de parler. Et voilà. Et donc, le portefeuille a tourné quasiment 70% de l'encours sur le mois, ce qui en fait un mois assez exceptionnel, même si on tourne beaucoup le fonds sur Titan traditionnellement. Et pour mémoire, il n'y a pas de commission de mouvement chez Finatis sur aucun fonds, sur aucun de nos mandats, et on a des accès au marché remarquables puisque ça nous coûte à peu près 1 centime, et ça me fait mal au cœur parce que je suis un ancien broker de vous le dire. Mais voilà, on laisse très très peu d'argent au broker, donc tous ces mouvements en fait coûtent très peu à nos investisseurs. Et un mot pour finir, voilà le format de notre stock guide, des investment case en bon français qu'on fait. Alors on a des choses beaucoup plus complexes que ça, des spreadsheets, des modèles comme vous pouvez l'imaginer, mais une thèse d'investissement, si on n'est pas capable de la résumer en 2 paragraphes, c'est qu'il y a un problème. BlackRock est un des dossiers qu'on regarde. Il a un inconvénient, il est très corrélé au marché, c'est normal. Donc nous, on ne regarde pas BlackRock pour en mettre dans nos mandats. Nous, on adore les gérants qui gèrent, hein, on n'aime pas trop les trackers, mais il n'en reste pas moins que, en tant qu'actionnaire, c'est un titre qui nous intéresse et sur lequel on continuera à travailler. On vous préviendra bien sûr. Quand il aura intégré Titan, ce sera probablement le cas dans un gros repli de marché. Voilà, on est prêt là-dessus. Alors, avant d'évoquer spécifiquement la gestion de Finatis Digital Leader, mois après mois, on aime essayer de faire des focus sur des éléments chiffrés qui nous paraissent les plus significatifs. En l'occurrence, on parle de cette crise, elle s'inscrit dans une tendance plus longue qui est celle de la digitalisation de l'économie, à laquelle on croit énormément chez Finatis. C'est Finatis Digital Leader qui est sur cette surcroissance offerte par la digitalisation. Aujourd'hui, il y a une accélération, il y a des irréversibilités, à notre avis, qui sont en train d'apparaître. Quelques chiffres sur la publicité en ligne, qui est l'essentiel du chiffre d'affaires fait par les très grands moteurs de recherche, Facebook
sociaux, etc., les grands GAFAM et leurs concurrents. En l'occurrence, on le voit tant en montant qu'en proportion. La publicité en ligne est aujourd'hui majoritaire et a des perspectives d'ores et déjà majoritaires, et cette majorité va encore croître selon les experts de ce secteur dans les années à venir. Donc, de belles perspectives. Si l'irréversibilité aussi, c'est très à la mode. Alors en France, on en parle beaucoup, puisque en France, on adore légiférer sur les sujets et les régler. Il se trouve, d'un point de vue légal, le télétravail a fortement accéléré à la faveur ou à la défaveur, selon l'angle qu'on prend, de cette crise sanitaire qui a montré à quel point il est important de savoir s'organiser hors la présence des salariés sur les sites physiques de l'entreprise. Des sondages ont été faits. Alors, en l'occurrence, là, c'est un sondage qui date de mai. 86% des entreprises sondées, c'est un peu plus de 1000 directions d'entreprises mondiales qui ont été sondées. 86% pensent, et ça nous paraît évident, que le télétravail continuera à coexister avec le travail en présentiel à l'avenir, une fois cette crise sanitaire réglée. Et quelques signaux faibles qui sont en fait des éléments intéressants toujours à regarder. Au cœur de la digitalisation, la baie de San Francisco, la ville de San Francisco, eh bien, on a 2 fois plus de logements à vendre dans le cœur de San Francisco à l'heure actuelle qu'à l'accoutumée à cette période de l'année, les années passées, au profit des maisons en banlieue. Alors, ce qui veut tout simplement dire que ces grandes agglomérations, celle-ci qui est au cœur de la digitalisation, s'inscrit dans ce mouvement où le télétravail va permettre non plus de se rendre à son bureau tous les jours, mais un peu moins fréquemment. Un peu moins directement lié au télétravail, encore que la possibilité de faire des conférences à distance. Certaines études montrent entre 1/5 et 1/3 des voyages d'affaires qui pourraient définitivement disparaître, même après la fin de cette crise sanitaire. Les cadres et dirigeants s'étant aperçus qu'on pouvait effectivement gérer très facilement ces relations à l'international ou à distance, à travers Zoom, à travers Teams, à travers tous ces outils collaboratifs, et non pas en prenant l'avion. Tout ça, ce sont des réductions de coûts absolument considérables pour les entreprises, qui est une bonne nouvelle, bien sûr, pour tout le monde. Celles qui en profitent le plus ne sont pas forcément les plus fragilisées par la crise, mais notons quand même l'aspect réduction de coûts et l'opportunité offerte par ces outils. 2 exemples. Twitter, qui a d'ores et déjà, en tant qu'entreprise, annoncé que ses employés pouvaient maintenant travailler autant qu'ils le voulaient à leur domicile ou en dehors du bureau, et que cela pour une durée indéfinie dans le futur. Facebook également, qui considère que d'ici 10 ans, 50% de ses employés, 50% du temps des employés sera à distance. Donc on est face à une tendance très lourde. Alors, un petit mot sur les IPO dans le digital. C'est très important de comprendre le dynamisme qu'il y a sur le marché primaire aux États-Unis sur les valeurs technologiques. On a eu Palantir au mois d'octobre, qui a été une superbe IPO, une société passionnante. Là, pour ceux qui pensent que la révolution digitale est derrière nous, qu'il n'y a plus rien à inventer, qui jettent un coup d'œil à C3AI, qui cotera après-demain. Qui est une société qui a été montée par quelqu'un de très connu dans la vallée qui s'appelle Tom Siebel, qui avait fait déjà une première fois fortune en vendant Siebel, la société qui portait son nom à Oracle. Là, il lance une société qui incarne bien pour nous l'évolution du cloud. Il y a eu 3 âges dans le cloud. Le premier, c'était proposer du stockage en ligne. Vous envoyez vos photos. Le deuxième âge du cloud, c'était si vous aviez un ordinateur pas assez puissant, vous alliez chercher de la puissance de calcul déportée pour faire des créations vidéo ou retoucher des photos. Et le troisième âge du cloud, c'est l'intelligence artificielle. Donc, vous stockez, vous calculez et vous calculez intelligemment à distance. Donc, si vous avez 1 million de photos chez vous, 500 000 photos de chiens, 500 000 photos de chats, et vous avez la flemme de passer 2 ans à les trier, vous envoyez tout ça sur les serveurs de C3AI et vous mettra les chiens du bon côté et les chats du bon côté. Donc voilà, vous imaginez bien que ça va servir à plein d'autres choses. Pourquoi c'est très important de comprendre ce qui se passe chez C3AI, c'est que les grands acteurs du cloud, on est investi lourdement dessus. C'est Amazon, Google et Microsoft, et ils vont devoir bien sûr s'adapter, intégrer ces différentes évolutions.
voilà, ça sera très difficile d'avoir du papier hein, sur C3AI. Pour espérer en avoir, l'opération est pré-souscrite par Microsoft pour 50 millions de titres, donc c'est du papier ultra chaud. Le seul moyen d'en avoir, c'est de gonfler sa demande de manière complètement démesurée. Et ce n'est pas trop notre habitude chez Finaltis. On est obsédé par le risque d'aller faire une demande de 100 fois la taille qu'on désire vraiment. Mais voilà, on va voir comment ça se comporte sur le marché secondaire à partir de jeudi, vendredi. Jeudi, oui. Alors, Finaltis Digital Leader, on parle assez peu et on participe en général pas aux IPO pour des raisons de risque, puisque même si ce qu'on cherche principalement, c'est la surcroissance et la digitalisation de l'économie, sur les différents thèmes qui constituent la digitalisation de l'économie, c'est suffisamment riche, cette digitalisation de l'économie, en termes sectoriels, en termes de thématiques, pour avoir une véritable diversification, pour que, pensons-nous, nous n'allions pas prendre un risque en concentrant trop sur un secteur ou sur une thématique, et a fortiori en concentrant sur un titre. Pas plus de 4% sur une valeur, et des valeurs qui ont déjà des business models idéalement assez avérés, même si la thématique dans laquelle intervient la société dont on vient de parler et qui est en IPO demain est un thème très fort. Le cloud, c'est quelque chose, et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très fort. Ce n'est pas forcément à travers une IPO qu'il faut. Donc, les performances de Finaltis Digital Leader dans la version part institutionnelle non couverte, avec le mouvement sur les dollars, une couverture sur le dollar va rapporter plus. On a une part couverte qui est à plus de 23% depuis le début de l'année. On a donc amorti les effets de dévalorisation du dollar. On est à près de 18% sans avoir couvert le dollar, ce qui est pas très loin de la performance analysée sur 3 ans du fonds, et la performance analysée sur 5 ans, c'est 15%. Qu'est-ce que nous avons fait dans Finaltis Digital Leader récemment? Voilà, les principaux mouvements, vous les avez en haut, en milieu de page. Donc, on s'est renforcé sur Intuit, qui est un dossier américano-américain. C'est quasiment impossible d'acheter un logiciel Intuit en Europe. Il se concentre sur les impacts comptables et fiscaux des petites sociétés aux États-Unis. On gagne en confiance sur ce titre qui a intégré notre univers et le portefeuille il y a à peu près 2 mois maintenant. Et on gagne en confiance. Pourquoi? Parce qu'il a eu un comportement très sain pendant le mois difficile qu'a eu le Nasdaq. Il a beaucoup moins baissé que la plupart des autres sociétés. Donc Intuit est un titre qui montre des qualités de décorrélation tout en étant très digital. Bien sûr, on remonte sur Activision, nos positions sur Activision Blizzard en prévision d'une saison de Noël qui est historique, puisque c'est tous les 6 ou 7 ans que Microsoft et Sony changent de génération de console. Donc, c'est le cas pour Noël, la PS5 d'un côté et la nouvelle Xbox de l'autre. Donc, ça va mettre en ébullition tout le secteur et tout l'écosystème des jeux vidéo. Et Equinix, qui a un superbe dossier, une immobilière digitale. Pourquoi digitale? Parce que Equinix, c'est effectivement une foncière, mais qui n'a comme seul client que des gens du digital, puisqu'elle héberge les serveurs. Ce n'est pas un hébergeur, c'est une société immobilière qui trouve les meilleurs emplacements proches des nœuds de réseau pour s'assurer de délivrer la meilleure qualité de connectivité à ses clients. On a pris en revanche quelques profits sur Alphabet, qui fait un parcours absolument extraordinaire. Et sur 2 sociétés, on en a quelques-unes dans Digital Leader, parce que là aussi, c'est dans une logique de diversification des risques. On avait quelques sociétés Reopen, plus que Steatom, et Amadeus, c'était vraiment du Reopen, puisque là, c'est sur une thématique de l'aéronautique civile qui a beaucoup souffert. Il me paraît injustifiable aujourd'hui de défendre les ratios de valorisation d'Amadeus qui ont absolument explosé. Donc, c'est compliqué de garder ce dossier. Et Edenred qui revient à des plus hauts par rapport à avant la crise, alors que c'est quand même un titre qui est bien exposé. Mais ces 2 titres nous ont été très utiles pendant le mois de novembre.
Shopify, c'est un dossier qu'on travaille, qui n'est pas encore dans le portefeuille. Voilà, si ça vous intéresse, contactez-nous, on vous enverra notre investment case simplifié. C'est complètement dans l'air du temps. Tous ces commerçants qui doivent absolument fluidifier leurs relations avec Internet, avec la livraison à domicile. Shopify, c'est une boîte à outils complète pour n'importe quel commerçant, petit ou moyen, qui souhaite faire du commerce sur Internet. Alors, on en a terminé avec la présentation formelle, en débordant légèrement sur les 45 minutes qui s'étaient allouées. Ce qu'on peut vous proposer, Bruno et moi, maintenant, c'est de prendre quelques questions. Est-ce que nous avons sur le canot... Donc on avait une question qui nous a été envoyée avant. On va prendre, parce que là, pour l'instant, le chat est mort, il est cassé. Il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, en fait, on va prendre les questions qui sont arrivées avant sur Internet. La question était sur un fonds comme Digital Leader aujourd'hui, sur une année comme 2020, une année où le Nasdaq explose à la hausse. On est, vous l'avez compris, des acharnés, des obsédés par le risque, hein, c'est qui nous aide beaucoup sur le moyen et long terme. Sur une année comme sur 2020, c'est difficile, hein, puisqu'on lag par définition le Nasdaq. Nous ne sommes pas un fonds Nasdaq. Et la question était, dans un portefeuille comme Digital Leader, qu'est-ce qui est fondamentalement différent d'un portefeuille Nasdaq aussi. On en parle, c'est vrai, mois après mois, peu. Et la question nous semble très, très pertinente. Pourquoi est-ce qu'on est plus défensif qu'un Nasdaq? Alors, ouais, Digital Leader a montré dans les différents accidents qu'a eu le Nasdaq, parce qu'il en a eu quand même cette année une belle résilience. Alors, c'est dû au fait qu'on a, comme disait Denis, c'est vraiment pas un fonds Nasdaq, hein, puisqu'on a parfois moins de 60% ou 65% investis aux États-Unis. On essaye au maximum de se diversifier géographiquement. Donc, on regarde beaucoup ce qui se passe en Asie, bien sûr, et on regarde beaucoup ce qui se passe aussi en Europe. L'autre caractéristique propre à Digital Leader, c'est qu'on s'interdit, et ça c'est la Finaltis Touch, on s'interdit d'avoir du risque idiosyncratique trop fort dans le portefeuille. Donc, on s'interdit d'avoir 4% sur une ligne unique. Et bien entendu, le fonds digital standard aujourd'hui dans le marché n'hésite pas à avoir 8-9% d'Amazon ou de Facebook. Et nous, cette discipline, on veut la tenir. Elle est encore plus stricte dans Titan, hein, puisqu'on s'interdit d'avoir plus de 3% sur un seul titre. Mais voilà, le risque idiosyncratique, quand il s'exprime, ça peut être très violent. Certains d'entre vous ont peut-être vu ce qui s'est passé sur SAP. Hein, c'était vraiment voilà, une dégringolade très rapide, très puissante. On pense que c'est un très beau titre, hein, donc nous, on en a racheté. Mais cette fluidité, on l'a eu parce qu'on n'avait pas une pause, on avait une petite pause sur SAP et on a pu naviguer sur cet axe assez bien. Si on avait eu 8% d'SAP, vous imaginez qu'on aurait vu un impact très très fort sur la BL. Alors, on avait reçu deux questions également spécifiques sur des titres. Je vous les livre. Il y a une question sur Airbnb, ça c'est clairement plutôt digital, et puis une question sur qu'avez-vous fait de vos Ferrari. Alors, je précise, ni Bruno ni moi ne roulons en Ferrari, c'est pas trop notre style. Mais en revanche, effectivement, Ferrari, c'est le dernier titan, la dernière valeur titan qu'on avait introduit dans notre univers. Alors, Airbnb et Ferrari. Ouais. Alors, bon, Airbnb va entrer en bourse, hein, dans une thématique beaucoup plus compliquée que C3AI ou Palantir. Bon, c'est du tourisme. Il n'échappe à personne qu'on hésite tous à appuyer sur le bouton pour réserver son Airbnb pour Noël. Voilà, donc ça va être compliqué. Les grandes municipalités, les grandes villes européennes sont vent debout, hein, pour permettre à leur écosystème de petits hôteliers de
pas trop se faire phagocyter. Les stacanoviste de Airbnb ont aussi le fisc, hein, les différents fiscs nationaux sur le dos. Voilà, donc on regardera, bien entendu, mais c'est clairement pas un titre qu'on va aller souscrire, sur lequel on va faire une demande avant l'IPO. Ferrari, donc c'est un titan, hein, là on sort du digital. C'est un titre absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est une société de luxe qui est assez peu impacté par ce qui se passe. Ferrari a fait des exports en termes de production, hein. Regardez ce qui se passe chez Aston Martin, c'est une catastrophe, hein, et la production est complètement désorganisée par le Covid. Ferrari a tenu ses usines de manière remarquable. On a mis un peu de temps à comprendre que l'électrification était plus une opportunité qu'un risque pour Ferrari. Et là, maintenant, on comprend un peu mieux l'avenir de cette société. D'un côté, des supercars thermiques qui seront réservés vraiment aux aficionados qui rouleront sur circuit, et de l'autre côté, un cœur de gamme électrique qui permettra d'aller dans les restaurants et les boîtes de nuit branchées intramuros au moment où, bien sûr, les moteurs thermiques seront interdits dans les plus grandes agglomérations européennes et mondiales. Donc, après tout le bien qu'on vous en a dit, on les a vendus. Pourquoi? Parce que quand on les a achetés, on s'est retrouvé en excès de vitesse assez rapidement, hein. Le titre a beaucoup monté. Voilà. Donc, quand on vend du Ferrari, on n'est ni fâché avec le management, ni fâché avec la stratégie. On est juste temporairement un tout petit peu fâché avec les ratios de valorisation. Et on sait que dans le temps, ça se réglera. Merci Bruno, merci à vous tous. Je crois qu'il est temps, si nous voulons respecter le maximum imparti, parce qu'à l'intervention, on a légèrement débordé, on prie de nous en excuser, on est un peu bavard, mais l'actualité était très riche, il s'est passé énormément de choses en novembre. On pense qu'il va se passer énormément de choses également en décembre, puisque on a une actualité extrêmement riche devant nous. On a un sommet européen dans les jours qui viennent qui est, on l'a vu, essentiel. On a un Brexit qui doit intervenir dans des conditions encore inconnues à ce jour au 31 décembre prochain, avec des conséquences qui sont quand même extrêmement impactantes pour beaucoup d'entreprises et nos différents pays européens. Et on a une prise de fonction avec une nouvelle équipe dont les membres sont annoncés au fil de l'eau. Cet après-midi, enfin, ce matin, alors, la côte est américaine est annoncé le nouveau ministre, ministre de l'armée, enfin le secrétaire d'État à la Défense, de la Défense, donc il est un ancien général 4 étoiles à la retraite. Et donc une équipe très expérimentée qui va prendre les commandes dans une actualité économique et géopolitique très riche. Voilà. Au niveau des entreprises, bien sûr, tout le monde suit ce qui se passe dans les différents secteurs qui sont impactés par le virus. Et là aussi, on va avoir énormément d'actualité. On vous souhaite un très bon mois de décembre, d'excellentes fêtes. A priori, on a bien compris de notre cher Premier ministre, très très cher, quoi qu'il en coûte, Premier ministre, bien dans l'année où on fait il ne fallait pas qu'on aille en Suisse. Donc, allons prendre l'air tous à la montagne en France si on en peut. Je suis certain que le Croque-Mitaine nous laisserait. Néanmoins, passons un très bon mois de décembre. Restons vigilants car le news flow et les marchés ne ferment pas pour les fêtes. Voilà. Je vous souhaite, toute l'équipe Finatis, une très bonne fin d'année et d'excellentes fêtes. Et on vous dit à l'année prochaine si nous ne parlons pas d'ici. À bientôt.